vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. On apprendrait toute sa vie. Mais comment et à quoi ça sert ? Jeux de mémoire et d'entraînement, techniques pour apprendre à bien apprendre, le très actuel sujet du machine learning et des IA, et le fameux apprendre en s'amusant via les jeux vidéo ou les jeux tout court. On décortique tout cela dans cette première émission de la nouvelle saison du Labo des Savoirs, avec un focus aujourd'hui sur apprendre, la fabrique du savoir. Et pour cette rentrée, nous nous sommes donné rendez-vous au théâtre universitaire, le TU Nantes, sur le campus Tertre de Nantes Université. Merci à l'équipe de nous accueillir et au public présent pour nous écouter. Nous sommes ravis de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, pour cette nouvelle saison du Labo des Savoirs avec cette émission magazine réalisée par des bénévoles plus chauds que jamais. Florian, tu es de retour cette saison avec un sujet plutôt techno, c'est ça ? Oui, exactement. Je vais vous parler de machine learning, comment la machine apprend. Cécile, pour ta première chronique, toi, tu allais fouiller du côté de notre cerveau avec ses deux hémisphères ? Oui, c'est ça. Je vais vous parler d'interaction interhémisphérique. Alors, on a tous entendu cette phrase, les jeux vidéo, c'est le mal, ça rend nos enfants crétins. Ou pas. Pierre, est-ce que tu aurais une réponse à nous apporter ? Et oui, je suis là pour abattre les clichés, tout simplement. Quel beau programme. Charlotte, toi, tu as pris ton micro à la rencontre des étudiants, professeurs et chercheurs du labo de recherche où tu travailles, pour savoir qui apprend quoi avec l'IA, à peu près ? Tout à fait. Je suis allée les embêter et j'ai des bonnes réponses à vous donner. On écoute ça tout à l'heure. Et enfin, Célie, apprendre, faire apprendre et donner envie d'en savoir plus, notamment dans les sciences, c'est ton métier. Donc, on va se retrouver pour en parler très vite. Et j'ai hâte. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de sciences, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous. Alors, on commence par une question. Pour tous les bénévoles qui sont présents à cette table, une petite question autour de table. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez appris pendant les vacances cet été, quelque chose que vous ne saviez pas avant, histoire de se mettre un peu dans le bain ? Moi, j'ai fait du paddle pour la première fois. C'était terrifiant ou tu t'en es bien sorti ? Étonnamment bien sorti. Donc, tu as appris quelque chose un peu sur ton équilibre aussi, peut-être proprioception. Oui, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages ? Charlotte ? Eh bien, moi, j'ai découvert ce que veut dire le mot plantigrade. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ou est-ce que c'est un piège, la question que je te pose ? Non, c'est donc les êtres vivants qui marchent en mettant le talon d'abord. D'accord. Voilà, Pierre. Eh ben, en parlant d'apprendre une langue, moi, j'ai appris ce que voulait dire Degemermat en breton. Ça veut dire bienvenue et c'est le nom d'une crêperie dans laquelle je suis allé, qui est très bonne. Apprendre en mangeant, j'aime beaucoup ce concept. Célie ? Moi, je suis allée un peu plus bas. Donc, j'étais dans le Pays Basque cet été et j'ai appris plein de choses sur les traditions basques. C'est un des meilleurs moyens en vacances d'apprendre, c'est de voyager et de découvrir la culture et la bouffe. J'aime beaucoup cette façon de faire. Florian, est-ce que tu as appris un truc cet été ? J'ai pas trop bougé, j'ai lu un bouquin et j'ai appris un truc de ouf sur les hiboux et les chouettes. Ils ont l'ouïe tellement développée qu'ils peuvent littéralement voir en écoutant. C'est-à-dire dans le noir total, une chouette est capable de cibler une proie alors qu'elle ne voit absolument rien juste grâce au son. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et tu l'as découvert où, ça ? Dans un livre. T'as le titre en tête ? What an Owl Knows. Ah oui, donc c'est dans le titre en plus. Mm-hmm. Qu'est-ce que la chouette sait ? Si Exactement. ma traduction est bonne. Oui. Alors Célie, on va passer à une interview. Toi d'habitude, tu es bénévole au Labo des Savoirs, tu fais des chroniques, mais là, c'est toi qu'on va interviewer puisque ton travail, c'est de travailler au Petit Débrouillard et tu es en contact direct avec les enfants de Nantes pour leur donner un petit peu envie de découvrir les sciences. Est-ce que je me trompe ? C'est bien ça ? C'est ça. Pas que Nantes, tout le département. Que ça balaye large. Enfants, mais plus encore, ados et adultes, ça arrive aussi. Donc, je travaille au Petit Débrouillard, qui est une association de culture scientifique et technique, d'éducation populaire, où on découvre les sciences et la méthode scientifique, expérimentale, la démarche scientifique, en faisant des expériences, en manipulant.
Et donc le but est a priori de donner un petit peu envie de découvrir un sujet qu'on ne connaît pas forcément bien, en tout cas pour tous les publics, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des techniques, une pédagogie particulière qui est liée au Petit Déb? Eh ben, ça fait partie de ce qu'on appelle les pédagogies actives. Donc, c'est une façon un peu de renverser les pédagogies classiques qu'on connaît à l'école, au conservatoire, au sport, par exemple, où il y a une personne, généralement un adulte, qui va transmettre son savoir directement. Donc, c'est très descendant comme façon d'apprendre. Nous, on va essayer de renverser un petit peu ça et de rendre les gens acteurs de leurs apprentissages et du coup de leur faire des choses pour justement qu'ils ou elles puissent apprendre. Et donc, à la place d'aller de la théorie vers la pratique, on va plutôt favoriser des situations de recherche et d'investigation avec des moyens mis à disposition. Est-ce que tu as un exemple d'activité avec des enfants que tu as fait récemment ou qui marche bien sur un sujet scientifique? Eh ben, si je peux prendre un sujet assez classique, ça va être la découverte du système solaire. Donc, ça peut aller aller chercher des informations dans des livres, puisqu'on fait encore ça, soit sur Internet, et soit en allant directement interviewer des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques, des doctorants, des doctorantes. Et puis ensuite, par exemple, le projet, ça va être de recréer une maquette dans la classe. Donc, on va devoir aller chercher des informations sur la composition des planètes pour savoir quelle taille, quelle couleur on va pouvoir leur attribuer. Et puis ensuite, faire un petit peu de maths pour avoir les ordres de grandeur des distances entre ces planètes et puis leur diamètre également. Oui, donc c'est très interdisciplinaire en fait. C'est pas juste on va faire un exercice sur les maths. C'est vraiment on prend un grand sujet et on brasse un peu tout, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus difficiles que d'autres à rendre un peu ludiques et intéressants pour les enfants? Alors, nous, on balaye une grosse partie des sciences, dont les sciences humaines et sociales. Et effectivement, ça peut être un peu plus compliqué de faire manipuler des gens. Donc, c'est plutôt pour les plus âgés, où ils vont être là acteurs des expériences plutôt humaines, donc de situations de discrimination par exemple, où ça va être plutôt sur du jeu de rôle que sur de la manipulation type chimie ou physique. Est-ce que toi, tu as une activité préférée, un atelier qui marche à tous les coups, que tu ressors à chaque fois, tu sais que ça fonctionne? Alors, il y a plein de trucs que j'aime bien, mais ce qui marche assez fréquemment et qu'on aime bien faire, c'est des décollages de fusées à eau. Donc, on va monter la pression dans une bouteille, type une bouteille d'eau pétillante, et puis on va la faire décoller. Donc, l'objectif, ça va être que ça aille le plus haut possible, ou que ça redescende le plus droit possible, ou que ça monte le plus droit possible. Donc, il va y avoir plein d'expériences sur comment améliorer cette fusée pour que ça monte, fonctionne. ça descende, ça reste en vie à la fin. Et voilà. Et ça, c'est une activité pour quelle tranche d'âge à peu près? On est plutôt à partir de 7-8 ans. Et puis après, il n'y a pas de limite. Jamais. Moi, je veux la faire, cette activité. Merci beaucoup, Célie, pour ces éclairages sur les petits débrouillards et sur cette méthode d'apprentissage qui fait vraiment manipuler les enfants. Et pas d'apprentissage sans cerveau, c'est un organe d'ailleurs fort bien conçu, mais étrangement disposé, puisqu'il y a 2 hémisphères bien différents, et c'est sur ça que tu t'es penchée, Cécile. Oui, Sophie. Et petit rappel anatomo-neurologique, la gestion du côté droit de votre corps se fait dans l'hémisphère gauche de votre cerveau et inversement. Autrement dit, nous sommes latéralisés. Mais savez-vous que ces 2 hémisphères communiquent ? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'interaction interhémisphérique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le phénomène qui fait que même si vous ne vous êtes jamais entraîné sérieusement à écrire de la main gauche, eh bien, vous en êtes quand même capable. Bon, sans grand talent, je vous l'accorde. Mais rappelez-vous les semaines, voire les mois d'apprentissage passés à écrire de la main droite pour obtenir un résultat décent. Ce phénomène est lié à un gros paquet de connexions neuronales qui relient votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche, appelé le corps calleux, qui permet ces fameuses interactions interhémisphériques. J'ai même pu en faire l'expérience en TP de neurobiologie pendant mon Master 1.
Imaginez-vous donc en salle de TP devant une planche en bois dans laquelle est creusé un sillon en forme d'étoile à 7 branches. Les bords du sillon sont recouverts de métal électrifié. On vous donne une baguette à l'embout métallique et on vous demande de tracer le contour de l'étoile sans toucher les bords du sillon. À chaque erreur, un bip et votre binôme de TP fait le décompte. Le tout dans un temps imparti, bien sûr, trop facile sinon. Un genre de Dr Maboul glorifié, quoi. Vous allez commencer avec votre main non dominante, la gauche pour moi et pour 88% de la population. Et laissez-moi vous dire que ça n'était pas facile. J'ai dû faire au moins 20 erreurs. Tout en mettant votre amour-propre au placard, vous changez la baguette de main pour votre main dominante. Chez moi, la droite. Et là, c'est entraînement. Vous faites le parcours 10 fois de suite. Alors bien sûr, c'est plus facile de cette main-là. Et dès la première fois, vous avez fait moins d'erreurs. Peut-être 10 dans mon cas. Au fur et à mesure des essais, le nombre d'erreurs diminue à 5, voire peut-être à 0 si vous êtes vraiment fortiche. Vous avez appris le parcours, affiné votre motricité pour réussir le mieux possible l'exercice. Après cet entraînement, retour à la main non dominante. Bon, vous n'y croyez pas, ça va encore faire un coup à l'ego, mais vous vous lancez quand même et miracle, vous avez réduit de moitié le nombre d'erreurs, alors que vous n'avez aucun entraînement avec cette main-là. Eh bien, vous pouvez dire merci à votre corps calleux qui a gentiment transmis les infos enregistrées d'un hémisphère à l'autre. Comme souvent, cette découverte a été faite suite à l'observation de patients ayant eu le corps calleux sectionné à cause d'un accident ou de la résection d'une tumeur. La nature étant incroyable, ces gens peuvent vivre tout à fait normalement. Mais s'ils apprennent quelque chose de la main droite, même parfaitement, ils devront le réapprendre complètement de la main gauche, avec autant de temps d'entraînement pour les deux mains. Par contre, petit super pouvoir, ils sont capables d'apprendre simultanément 2 actions différentes avec leurs mains. Alors ça, par contre, je serais incapable de faire ça, mais merci beaucoup, Cécile, pour cette explication. Tant qu'on est sur les 2 hémisphères du cerveau, il serait temps de faire tomber un petit mythe. L'hémisphère droit du cerveau qui serait celui de la créativité et de l'intuition, là où le gauche hébergerait la réflexion de logique et de déduction. Tout ça, c'est faux. C'est un neuromythe qui s'effondre, notamment par la présence du corps calleux, dont tu viens de nous parler, qui fait circuler les informations entre les 2 hémisphères, en tout cas quand il n'a pas été abîmé par une tumeur ou une opération. Pierre, toi, tu joues beaucoup aux jeux vidéo. Et tu t'es attaqué à un autre mythe. Alors, est-ce que tu penses que tu as perdu un peu de temps ou au contraire, est-ce que tu as gagné des connaissances en jouant aux jeux vidéo dans ta vie d'adulte ? Alors, il m'arrive de passer un bon nombre d'heures dans la journée à jouer aux jeux vidéo. C'est pas mes journées les plus glorieuses, mais bon, je dérange personne et puis ça a le mérite de faire passer le temps. D'aucuns diront que je fais là l'expérience d'une forme d'art unique, multimodale, à la croisée des chemins entre la peinture, la musique et tout ça avec une interactivité infinie. Oh ciel. Bon, calmons-nous. Effectivement, le jeu vidéo propose des formes de divertissement vraiment uniques et originales, mais des fois, j'abuse vraiment. Au bout de la 800e heure passée sur Final Fantasy XIV, il faut commencer à se poser des questions. Et justement, j'en ai une question. Et si c'était pas du temps perdu ? Est-ce que toutes ces tracks dans le monde hostile de Monster Hunter me permettront de chasser pour ma nourriture après l'effondrement de la société ? Mes pérégrinations sur Animal Crossing ont-elles fait de moi un excellent jardinier doublé d'un gestionnaire de génie ? Counter-Strike m'a-t-il transformé en soldat démineur héroïque ? Autrement dit, est-ce qu'on peut apprendre en jouant aux jeux vidéo ? Alors Pierre, permets-moi d'émettre quelques doutes sur tous ces exemples. Par contre, hors antenne, tu m'as raconté comment tu avais appris à lire le français et améliorer ton vocabulaire en anglais. Est-ce que tu peux me partager un petit peu cette expérience avec nos auditeurs et auditrices ? Bien sûr. Bon, on va faire une petite backstory sur ma vie. Je pense vraiment avoir acquis des compétences essentielles par le biais des jeux vidéo, la lecture notamment. Je suis né en 96, c'est l'année de sortie des premiers jeux Pokémon. Et c'est là, sur les genoux de ma mère, que j'ai pu déchiffrer les premiers mots, les premières phrases, les premiers dialogues de ma vie. Carapuce, attaque, charge ! Plus tard, dans les jeux en ligne comme Dofus, où il faut se coordonner avec d'autres joueurs et joueuses pour combattre des monstres efficacement, j'ai appris à écrire sur le clavier. Au début, celles et ceux qui ont déjà joué le sauront, on écrit mal, on écrit en SMS comme on disait. Et puis, petit à petit, j'ai diminué le nombre de fautes et écrit avec aisance de longues phrases bien construites du type « Vent code audio, no noob, no arnaque ». Je te parlais de Counter-Strike en off.
C'est un jeu multijoueur de tir à la première personne. Pour gagner contre l'équipe adverse, il faut communiquer avec ses coéquipiers pour élaborer des stratégies. Comme tout le monde ne parle pas encore français sur Internet, malheureusement, on doit nécessairement parler anglais. Dans le feu de l'action, les informations fusent et il suffit d'un accent un peu difficile à comprendre pour faire capoter toute la mission. Donc, en plus de développer ses réflexes et son acuité visuelle, on apprend aussi à parler dans une langue étrangère. Fire in the hole! Ça, bon, c'est mon expérience, mais elle semble partagée. Selon une étude parue en 2021, 42% des Américains pensent avoir appris plus de compétences utiles dans les jeux vidéo plutôt qu'à l'école. 3/4 considèrent carrément qu'un esprit compétitif, comme on peut l'avoir dans les jeux, est le secret d'une carrière réussie. Selon les répondants, on développerait tout un tas de compétences comme la résolution des problèmes, la mémoire, la coordination œil-main, la concentration. Bon, cette étude, c'est un sondage commandé par un éditeur de jeux vidéo. Donc, à prendre avec des pincettes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la plupart des études ou sondages parus ces 20 dernières années n'ont pas de données quantitatives ou expérimentales. En faisant mes recherches, je suis tombé sur beaucoup d'anecdotes, des lieux communs qui veulent relier jeux vidéo et compétitivité en entreprise, mindset de winner, gamification du travail et autres joyeusetés. Beaucoup voudraient croire ou faire croire que jouer aux jeux vidéo, ça fait pas perdre son temps, puisque ça fait de nous de meilleurs employés. Cette activité a été associée pendant longtemps à un divertissement pour enfants, et maintenant que les joueurs et joueuses ont vieilli, je pense qu'on essaie d'en faire quelque chose d'utile, de productif. Donc, selon toi, les jeux vidéo n'ont pas vraiment vocation à nous faire apprendre des trucs. Tout ça, c'est des expériences. Ce que tu m'as décrit en tant qu'expérience tout à l'heure, ce serait du vent, ce serait pas utile. Heureusement, non, je pense que c'est pas le cas. Des chercheurs et chercheuses en sciences cognitives se sont intéressés aux phénomènes qui se passent dans notre cerveau quand on joue. Daphné Bavelier, chercheuse en neurosciences cognitives, a réalisé ce genre d'expérience. D'après ses observations, les zones du lobe pariétal, du lobe frontal et du cortex singulaire antérieur sont spécifiquement impliqués. Ces 3 réseaux de neurones sont plus efficaces chez les joueurs de jeux de tir. Les volontaires seraient dotés d'une meilleure acuité visuelle, d'une meilleure gestion de l'attention, avec une distinction des niveaux de gris et un meilleur focus, d'une capacité accrue à pister des objets mouvants, ou encore une habileté particulière dans le multitasking. Selon cette chercheuse, il serait possible d'utiliser les jeux vidéo pour des besoins de rééducation, par exemple, chez les patients souffrant de troubles de la vision ou de maladies dégénératives du cerveau. Toutes les compétences que j'ai décrites, en plus d'être utiles un peu tout le temps, sont bénéfiques pour la pratique de métiers de grande précision ou dangereux, comme pompier, pilote de drone ou chirurgien. Bon nombre d'études ont prouvé que les chirurgiens et chirurgiennes novices qui jouent aux jeux vidéo ont plus de chances d'être meilleurs que les autres dans leur pratique. Elles arrivent également à la conclusion que continuer à jouer peut améliorer cette pratique. Je sais pas toi, mais moi ça me rassure pas plus que ça de savoir que mon chirurgien il s'entraîne sur Surgeon Simulator. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande le TED Talk de Daphné Bavelier, c'est dispo sur YouTube. Elle aborde tout ce dont j'ai parlé et accessoirement, elle revient sur tous les clichés que les parents peuvent avoir sur la pratique du jeu vidéo. Alors, si vos parents vous saoulent parce que vous jouez à League of Legends toute la nuit, montrez-leur cette conférence et faites-leur écouter ma chronique. Bon, ça, c'était pour la partie jeu d'action et facultés cognitives, mais tu as aussi parlé tout à l'heure d'apprendre des langues comme l'anglais. Is that right? Mais alors là, ça veut dire que je dois le dire avec un bon accent. Moi, j'ai pas tant joué aux jeux vidéo que ça. Yes, it is, my dear Sophie. Oh, magnifique. Est-ce que, comme moi, tu as passé ta jeunesse sur des jeux massivement multijoueurs ou MMORPG, chatté avec des étrangers et mis le jeu en anglais pour lire le texte des 1000 quêtes nécessaires pour obtenir ta première arme légendaire dans FF14 ? T'as peut-être appris la signification du mot blacksmith pour forgeron dans un RPG japonais jamais sorti en France ? Ou bien t'as installé l'appli Duolingo pour parfaire ton espagnol avant de partir à Madrid ? Si oui, alors bonne nouvelle. Des études chinoises, polonaises, iraniennes et américaines sont arrivées aux conclusions suivantes. Jouer à des jeux vidéo dans une langue étrangère augmente son niveau dans la langue, ainsi que sa motivation à apprendre, en plus de donner accès à un vocabulaire plus complexe. Pour le cas de Duolingo, précisément, une des études dit que le gain de niveau en espagnol serait similaire à un cursus académique. Adios donc le cours espagnol, boring, avec Monsieur Amarillo, et bonjour Duo, le joyeux petit hibou, qui ne veut pas du tout ma mort. L'apprentissage de la langue peut être gamifié, donc transformé en jeu, comme le montre Duolingo, mais on peut aussi trouver des jeux vidéo dont c'est le but principal. Le jeu Epistory est un jeu d'aventure où on doit se protéger des ennemis en tapant des mots au clavier le plus vite possible.
Oh non, un gobelin va m'embrocher. Vite, je dois taper le mot bullshit. On peut imaginer dans le futur que des studios co-développent avec des scientifiques des jeux pour l'apprentissage, comme Adibou par exemple, mais qui seraient fun. Il ne faut pas oublier que dans jeux vidéo, il y a jeu. Et puis bon, entre nous, j'ai toujours rêvé de mettre un high kick dans le monstre qui vole ton gâteau à la fenêtre, là, Bouzigouloum. Bref, loin des clichés sur la jeunesse qui joue à Fortnite, loin du score employé dans l'entreprise, loin des liens douteux entre émeute urbaine et GTA, je pense que la science nous montre que le jeu vidéo peut nous apporter des bienfaits dans de nombreux domaines. Si on respectait les joueuses et les joueurs, celles et ceux qui les fabriquent, et qu'on donnait des moyens dans la recherche et l'éducation, on pourrait peut-être enfin avoir mieux qu'Adibou. Alors Pierre, c'est pas possible de conclure comme ça. Adibou, c'est toute mon enfance. Donc on ne critique pas Adibou ni Bouzigouloum d'ailleurs. Mais merci pour cette chronique. On écoute tout de suite Mushroom Bomb de Banana Gun et on revient juste après la pause musicale. Le son des sciences au labo des savoirs. C'était Mushroom Bomb de Banana Gun et nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur le thème Apprendre la fabrique des savoirs. Et nous enregistrons cette émission au cœur de Nantes Université du campus Tertre. Beaucoup d'étudiants ici prennent des notes, enregistrent leurs cours et font des fiches pour réviser avant leur partiel. Hélas, beaucoup s'y prennent mal car personne n'apprend jamais aux étudiants comment apprendre. Heureusement, c'est la rentrée. C'est donc l'heure de prendre de bonnes habitudes, de bonnes résolutions et de creuser un petit peu du côté de la science pour connaître les techniques d'apprentissage les plus efficaces qui marchent vraiment. Bonne nouvelle, en 2013, des scientifiques américains ont compilé toutes les études sur l'apprentissage qu'ils pouvaient trouver dans une énorme méta-analyse pour savoir ce qui marchait vraiment pour apprendre. Et comme ils sont super sympas, ils ont voulu rendre leurs résultats accessibles. Ils en ont fait un magnifique PDF de 8 pages, illustré, disponible sur le site du Centre de recherche en éducation du Wisconsin qui s'appelle What Works and What Doesn't, ou Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Voici quelques résultats qu'ils ont trouvés. Par exemple, la première technique qui marche, c'est s'auto-tester. Se poser des questions via des cartes, des QCM, pour évaluer où on en est vraiment dans l'apprentissage. C'est considéré comme technique de très haute utilité et sans besoin de grands entraînements. Effectivement, marquer une question sur une carte et la réponse au dos, c'est pas très difficile à faire et ça marche très bien. La deuxième technique, c'est répartir les moments d'étude dans le temps. Inutile de bosser un chapitre à fond toute une soirée si c'est pour l'avoir oublié une semaine après. Plus on espace les temps de révision sur un même sujet, plus on le retient longtemps. L'exemple qu'il donnait, c'était que pour se souvenir d'un cours, une semaine, il faut espacer les révisions de 1 ou 2 jours, alors que pour s'en souvenir pendant 5 ans, il faut compter entre 10 et 12 mois d'écart entre les moments où on relit la même chose. En vrac, et je vous invite de toute façon à lire le PDF, dont le lien sera sur le site du Labo des Savoirs, il est conseillé de se poser souvent des questions à soi-même pendant l'apprentissage, comme un enfant de 5 ans. Vous savez, l'enfant qui demande « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et ça, pourquoi ?» Ça permet de savoir si vraiment on comprend ce qu'on est en train d'apprendre. La liste de ce qui ne marche pas est aussi très intéressante. Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais par exemple, recopier son cours mot pour mot, tout fluoter, lire passivement un chapitre, ça ne sert à rien. Et enregistrer des profs qui parlent pour l'écouter la nuit en se disant que la nuit porte conseil aussi, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire ça. Oubliez tout cela, la clé, c'est vraiment d'être actif dans l'apprentissage. Et je me tourne donc vers les merveilleux bénévoles du Labo des Savoirs. Vous, c'est quoi la technique d'apprentissage qui marche le mieux chez vous ? Florian prend le micro d'un air décidé, il a l'air sûr de lui. Eh bien moi, je pratique la répétition, la reformulation, je reformule un petit peu la phrase que je viens de lire, et la contextualisation. J'essaie de me mettre dans la situation où cette connaissance m'est utile. Voilà, après, ce que je retiens, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je fais. Charlotte, est-ce que tu as des tips, toi, pour retenir des choses, ou est-ce que ça... Eh bien, moi, j'ai plus une mémoire auditive. Donc, en fait, me redire à haute voix les notions importantes d'un cours ou d'un sujet m'aide souvent à retrouver les choses.
Ou alors écouter les podcasts du Labo des Savoirs pour en apprendre plus. Ça, c'était pour l'instant promo. Pierre, est-ce que tu as des techniques ? Malheureusement, moi, ma technique, c'est d'apprendre tout au dernier moment. Mais je suis plutôt visuel. Et recontextualiser, c'est effectivement un bon terme. J'allais dire faire pratiquer. Mais bon, si c'est possible, avec des connaissances théoriques, effectivement, c'est un peu difficile de pratiquer. Est-ce que tu fais des cartes mentales ? Parce que ça, ceci, c'est une technique que j'ai beaucoup vue en préparant cette émission, faire des cartes mentales et visuelles. Non, je ne fais pas de cartes mentales. J'ai fait une formation sur les cartes mentales dans le cadre de l'école doctorale. Et je trouve que c'est pas très pratique, en tout cas pour moi. Mauvaise personne qui posait cette question. Cécile, est-ce que toi tu fais des cartes mentales ou est-ce que tu as une meilleure technique ? Non, moi je fais des albums Panini avec les mots de mon beau-frère. Donc quand je prends des notes vite, j'écris très mal. Donc moi je recopiais tous mes cours, mais en mettant des jolies couleurs, en soulignant et en découpant les diapos que nous envoyaient les profs et en les intégrant dans mon cours, d'où l'album Panini. Donc très visuel et puis c'est actif. Tu reprends le cours et tu le redigères à ta sauce. C'est ça. Célie, est-ce que toi tu as une technique imparable ? Alors moi je suis un peu dans la team répétition aussi. Plus on y va, plus c'est on comprend. Je suis aussi dans la team carte mentale, donc apparemment pas une grosse team ici. Non mais moi je te suis là. Moi les cartes mentales ça m'est toujours utile. Je trouve que c'est assez chouette. J'ai découvert ça beaucoup trop tard dans ma vie d'étudiante. Et puis après je ne peux que me batailler il faut pratiquer, il faut faire des trucs pour que ça rentre. Et puis, moi, je pense que relire régulièrement des papiers dans ses toilettes, ça doit fonctionner. Ah oui. Bah écoute, moi ça me fait penser à une technique que j'avais du temps de mes études où j'avais effectivement fait des fiches très colorées, très belles, que je mettais dans mes toilettes ou dans ma douche et ça permettait du coup d'espacer les moments d'apprentissage comme conseillé par l'étude, j'étais contente de lire ça, et de le relire à des moments totalement inopportuns. Et en fait ça permet de rafraîchir en fait la mémoire et plus on sollicite un fait ou une information régulièrement, plus on le rafraîchit, plus on l'apprend vite. Nous ne sommes pas les seuls à apprendre désormais. La machine s'y met aussi. Et en septembre 2024 dernier, s'est tenue la semaine de l'apprentissage numérique à Paris. Alors cet événement, qui était un moment phare de l'UNESCO sur la transformation de l'éducation, a rassemblé des dirigeants, des chercheurs-chercheuses, des membres d'ONG, des praticiens de l'éducation numérique autour d'une très grande question. Comment planifier l'éducation à l'ère de l'apprentissage automatique, de l'IA générative et des chatbots conversationnels, tout un programme. Charlotte, toi, tu es allée discuter avec des gens de ton laboratoire de recherche sur leur utilisation à eux des IA. Déjà, est-ce que toi, tu utilises l'IA au quotidien, Charlotte ? Eh bien, Sophie, moi, je vais l'avouer, je l'utilise assez régulièrement. Je l'utilise pour le travail ou alors pour le loisir. Et j'aime bien, en fait, tester un peu les capacités des IA génératives. Et je sais pas, essayer un peu de les mettre en défaut ou de les laisser m'étonner. Mais je me suis demandé la question si son utilisation était autant présente dans le monde de la recherche. Et effectivement, je ne suis pas la seule à m'être posé cette question, puisque des chercheuses et des chercheurs de plusieurs universités dans le monde ont étudié 6000 prompts, vous savez, ces petits textes que l'on envoie à ChatGPT. Et l'objectif, c'était de connaître la prévalence de son utilisation, c'est-à-dire comment et combien de fois il est utilisé. Donc, je vous passe le titre de cette étude, mais ils ont montré que son utilisation est plus élevée dans l'enseignement supérieur, avec 24% d'utilisation contre 22% dans le secondaire. Mais alors concrètement, comment on utilise l'IA chez les étudiants et les chercheurs, notamment dans le numérique et dans ton laboratoire où tu travailles ? En fait, l'utilisation des IA génératives, c'est surtout imposée dans les tâches de travail simples, comme l'explique Maria, doctorante en 3e année. Parfois pour faire des codes, parce que c'est assez rapide quand on a besoin d'une seule ligne de code pour débloquer un problème qui n'est pas très compliqué. C'est assez utile, et parfois même pour reformuler des paragraphes, comme ma première langue n'est pas le français ni l'anglais. Donc parfois, c'est pas que j'ai du mal, mais ça peut être reformulé d'une manière qui est plus simple pour la personne qui lit ce que j'écris de comprendre. Donc j'utilise aussi pour ça. Pour Gracia, qui est étudiante en fin de Master 2, il s'agit plutôt d'un outil pour lui permettre d'explorer de futures opportunités. Alors, comme je suis en fin d'études, donc je suis un peu désorientée, parfois l'IA m'aide un peu juste à me donner des idées, par exemple, où je peux postuler, comment je peux continuer après mes études. Donc, ça peut me donner des idées. En se basant sur ces idées, je continue mes propres recherches sans l'IA.
Pour résumer, son utilisation permet, entre autres, d'optimiser son temps de travail, notamment dans l'écriture des codes informatiques, de reformuler des idées déjà rédigées dans un autre niveau de langue ou dans une autre langue, ou alors de faciliter la compréhension de notions nouvelles et complexes sans avoir à ouvrir des dizaines d'onglets de moteurs de recherche, comme l'explique Younes, qui est doctorant, tout en faisant attention, bien évidemment, à recouper les informations et vérifier les sources. Mais si on utilise ces outils, est-ce que c'est juste une aide ou est-ce qu'on doit considérer ça comme de la triche ? On peut écouter la réponse de Mehdi, doctorant. C'est de l'aide, mais à mon avis, il faut savoir l'utiliser correctement. Je ne pense pas que ça soit réellement de la triche, hors cas extrême où on va venir récupérer la totalité d'un code ou d'un papier qui aura été généré par l'IA. Mais non, c'est plus une aide pour l'accomplissement de nos propres tâches. En complément, Rémi, qui est maître de conférence, me rappelle que les IA génératives ne sont pas si différentes des outils que l'on a maintenant l'habitude d'utiliser, comme les outils de traduction automatique, par exemple. Côté recherche, cela pourrait même devenir une façon de lisser les inégalités, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, par exemple. Parce que oui, comme la majorité des articles sont en anglais, laisser la traduction et la reformulation à ces outils permettrait de se concentrer sur les avancées scientifiques, comme le raconte Yassim, maître de conférence. Mais dans un domaine tel que les sciences du numérique, où ces outils sont beaucoup utilisés, comment aborde-t-on les usages des IA génératives dans l'enseignement ? Mira, maîtresse de conférence, nous en dit un peu plus. En enseignement, j'essaye de ne pas le faire. Par contre, je vois que les étudiants, ils aiment bien coder en utilisant ChatGPT. Et j'ai réussi quand même à leur dire que, OK, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais à condition que vous montrez que vous avez compris ce qu'il vous a répondu. En tout cas, aussi en termes d'apprentissage, quand je vois un étudiant qui va juste demander la réponse à une question par ChatGPT, il apprend à écrire un prompt à ChatGPT, mais à quoi ça va lui servir après si un jour ChatGPT disparaît? Oui, on peut apprendre peut-être à communiquer avec une IA et adapter les messages, mais il ne faut pas oublier que nous aussi, nos cerveaux, si on ne les apprend pas comment faire les choses, ils n'y arriveront pas. Donc, d'après Mira, l'apprentissage aujourd'hui nécessite une compréhension de ce que l'on fait, et donc quelque chose qui devient de plus en plus difficile à vérifier pour les enseignants. Un point de vue que partage Didier, qui est enseignant-chercheur, et qui nous donne son avis sur les limites des IA génératives dans l'enseignement. Maintenant, il faut être bien conscient des limites et des problèmes de précision qu'on va avoir sur les réponses. Aussi, je pense, du faux sentiment de compétence qu'on peut avoir en utilisant ces choses-là. Dans le cadre de mon option sur l'informatique et l'intelligence artificielle, j'ai essayé de chercher des études. Qu'est-ce que disent un peu les sciences sociales aussi sur l'utilisation de ces choses-là dans l'apprentissage, et c'est pas forcément complètement positif. Disons que pour les gens qui savent déjà bien programmer, par exemple, ça va leur permettre d'aller plus vite, et pour les gens qui, au contraire, ont déjà des difficultés, ça peut amplifier les difficultés. Les gens vont avoir l'impression de réussir alors qu'ils ont en fait pas bien réussi. Donc j'ai essayé de mettre ça un petit peu en perspective et de leur dire n'hésitez pas à les utiliser, mais en ayant conscience que c'est pas la panacée. Arda, qui est post-doctorant, quant à lui, se pose la question de comment intégrer ces nouveaux outils dans la formation qu'il veut proposer aux étudiants. Même si on n'a pas forcément envie de l'utiliser, on ne peut pas continuer à enseigner de la même manière. Par exemple, un exemple simple, aujourd'hui, donner des devoirs maison, ça n'a plus beaucoup d'intérêt dans le sens où une IA générative va être capable de donner toutes les solutions. Et c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. J'essaie de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir enseigner sans que ça soit un problème. Et peut-être même comment est-ce que ça pourrait participer à mes enseignements. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc, pour résumer, l'utilisation des outils d'IA générative dans la recherche est motivée surtout par le besoin de productivité, d'un gain de temps pour pouvoir suivre le rythme des innovations et de la demande de résultats. Cependant, dans l'enseignement où la question de productivité se pose moins ou même ne se pose pas du tout, on cherche plutôt à transmettre des connaissances et à s'assurer de la compréhension des étudiants. Finalement, peut-être que le rôle de l'enseignant est celui que me donne Yassim lors de notre échange. Informer, conseiller et accompagner sans imposer sa philosophie de travail, que ce soit avec ou sans IA générative. Et promis juré, Sophie, j'ai écrit ma chronique sans ChatGPT. Merci beaucoup, Charlotte. Et pour ceux qui voudraient plus de ressources, il existe en France le projet prononcé à l'anglaise AI4T, donc AI for and by Teacher, donc, qui propose un manuel pour les enseignants afin de comprendre le fonctionnement et les enjeux de l'intégration de l'IA dans la formation. On écoute Get Tired de Horses et on revient juste après la pause musicale. To me.
La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. C'était Get Tired de Horses et nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur l'apprentissage. Et juste avant la musique, on a pu discuter un petit peu de méthodes d'apprentissage, de ce que l'IA pouvait éventuellement nous apporter. Mais en fait, ça apprend comment une IA ? On parle de plus en plus d'ailleurs de ces intelligences artificielles et ça nous fait un peu craindre le pire. On pense à HAL 9000, c'est bien ça, de 2001, l'Odyssée de l'espace, ou à l'asservissement humain par la machine dans Matrix. Mais quelle réalité se cache réellement derrière ces fantasmes robotiques ? Comment une machine apprend-elle ? Florian, toi tu as enquêté pour le Labo des Savoirs. Si on vous montre une photo d'un chat, vous allez a priori reconnaître qu'il s'agit d'un chat. Ça paraît évident. Mais il s'agit d'un processus qui a débuté dans votre enfance, où étant exposé à des chats, réels, en photo ou en vidéo, votre cerveau a mémorisé les caractéristiques générales d'un chat. Une créature de petite taille, à 4 pattes, avec une queue un peu large, etc. Inconsciemment, vous avez appris à reconnaître un chat. Maintenant, montrez des centaines, des milliers, voire des millions d'images de chats à une machine, et vous verrez qu'elle aussi, elle saura au bout d'un moment reconnaître un chat sur une photo. La machine aura appris. Dans cette chronique, nous allons tenter de comprendre un peu mieux comment une machine, un robot ou un ordinateur apprend. Le terme anglais machine learning regroupe de très nombreuses entités qui désignent tout processus consistant à entraîner une machine sur un jeu de données afin qu'elle apprenne. La démarche est la suivante. Tout d'abord, on fournit à la machine un jeu de données sur lequel elle apprend, c'est-à-dire qu'elle trouve des liens entre les informations et finit par établir une formule mathématique plus ou moins complexe pour expliquer ces données. Ensuite, dans un second temps, on fournit un nouveau jeu de données que la machine n'a jamais vu et on lui fait appliquer la formule mathématique développée pendant l'entraînement. Le but ? Ça dépend de ce qu'on veut faire faire à la machine. Prédire des fluctuations boursières, classer des photos de chats ou de poissons, apprendre une langue ou encore un jeu. On distingue schématiquement 2 grandes familles d'apprentissage machine. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Bon, jusque-là, ce que tu racontes, Florian, ça ressemble quand même vachement aux humains. Alors, commençons par l'apprentissage supervisé. Est-ce que c'est quoi ? La machine est encadrée par un prof ? Oui, en quelque sorte. L'idée de l'apprentissage supervisé est d'indiquer à la machine ce qu'elle doit trouver. Prenons un exemple. Vous voulez que votre machine soit capable de distinguer des photos de chats et des photos de poissons. Voici la démarche d'un apprentissage supervisé. Première étape, on fournit à la machine des photos de chats et de poissons, mais, et c'est la particularité de l'apprentissage supervisé, ces photos sont annotées. C'est-à-dire qu'on donne l'information à la machine s'il s'agit d'un chat ou d'un poisson sur la photo, et on lui dit, en gros, ton job, c'est de distinguer les photos de chat de celles de poissons, tout simplement. Ainsi, elle va identifier toutes les caractéristiques qui sont propres aux photos de chat, de celles propres aux photos de poissons. Les teintes de couleurs, la forme globale, l'agencement des pixels sur la photo, etc. C'est l'étape d'entraînement de la machine. À l'issue de cette étape, la machine a développé un algorithme pour classer les photos. Par exemple, si tant de pixels sont de telle couleur, ensuite on regarde la forme. Si la forme globale est plutôt comme ça, on va classer chat. Sinon, on classe poisson. On passe à la deuxième étape. On fournit ensuite de nouvelles données à l'ordinateur, de nouvelles photos de chats et de poissons, mais cette fois non annotées. La machine a uniquement les photos, il n'y a pas l'étiquette chat ou poisson. C'est à la machine de classer les photos selon l'algorithme qu'elle a développé pendant la phase d'entraînement. Il s'agit de l'étape de test de la machine. Et enfin, troisième étape. Vous évaluez les performances de la machine en comparant l'annotation qu'elle a faite elle-même sur les photos avec la vraie annotation. Si la machine a identifié un chat sur une photo qui montrait effectivement un chat, c'est un succès. Dans le cas contraire, la machine s'est trompée. Vous faites ça des centaines, des milliers de fois sur des photos et vous obtenez un pourcentage de précision de la machine. C'est très bien ce que tu nous racontes. On voit bien le processus d'apprentissage, mais j'ai du mal à voir l'intérêt. Parce que moi, personnellement, je sais faire la différence entre des photos de chat et des photos de poissons. Alors, l'exemple est volontairement simpliste, mais ce n'est pas l'application la plus pertinente du machine learning, je le conçois. Tu es meilleur que la machine à ce niveau-là. Merci. Mais en appliquant ce principe d'apprentissage, les applications deviennent infinies et on peut facilement imaginer ou tout simplement constater leur utilité. Fournir à la machine des images de la rue, des routes dans les villes et les campagnes, afin qu'une voiture autonome puisse reconnaître les rues, les panneaux ou encore des humains qui traversent, par exemple. Nourrir la machine avec des parties de jeux d'échecs jouées par les meilleurs joueurs du monde, afin de devenir elle-même la meilleure joueuse du monde. C'est d'ailleurs ce qui arrivera en 1997, quand la machine nommée Deep Blue battra le célèbre champion d'échecs Garry Kasparov. Et bien plus tard, en 2016,
quand cette fois, une autre machine, AlphaGo, bat au jeu de Go le sud-coréen Lee Sedol, considéré à cette époque comme l'un des 3 meilleurs joueurs de Go au monde. Et alors, dans l'hypothèse où on donne à la machine des données qui ne sont pas annotées dès le début, on ne la supervise pas et on la laisse jouer toute seule, est-ce qu'elle apprend ? Eh bien oui, c'est la deuxième grande famille du machine learning, c'est l'apprentissage non supervisé. Cette fois, on fournit effectivement à la machine des données non annotées et on ne lui indique pas ce qu'elle doit trouver. Et en gros, on lui dit « surprends-moi ». Pour reprendre l'exemple des photos de chats et de poissons, durant la phase d'entraînement, vous nourrissez la machine avec des photos sans indiquer s'il s'agit de chats ou de poissons, vous la laissez trouver des liens entre les informations sur les photos. La machine élabore un algorithme pour classer les photos selon les informations qu'elle a jugées pertinentes, vous ne savez pas lesquelles, et vous regardez le résultat ensuite et vous observez que la machine a classé les photos en 2 groupes. Mais vous remarquez surtout que dans chacun des groupes, il y a des photos de chats et de poissons mélangées. Bon, pas très efficace a priori, mais ça traduit simplement le fait que la distinction chat-poisson est un résultat qui nous paraît important à nous humains, parce que notre cerveau a été entraîné pour faire cette distinction, celle de l'espèce animale présente sur la photo. Mais lorsque vous regardez en détail comment la machine a classé les photos de manière non supervisée, vous remarquez que dans le premier groupe, on a des photos beaucoup plus sombres, alors que dans l'autre groupe, les photos sont franchement plus lumineuses. L'information sur la blancheur des pixels qui composent chaque photo a été jugée plus importante et plus discriminante par la machine. C'est là que réside l'intérêt de l'apprentissage machine non supervisé. Découvrir des liens entre les informations auxquelles nous, humains, n'avons pas accès. En recherche scientifique, cette approche non supervisée est beaucoup utilisée pour découvrir des liens entre les données. Alors, l'exemple des photos de chats et de poissons, je suis d'accord, Sophie, est didactique, mais en pratique, toujours pas très pertinent. Imaginez maintenant qu'on donne à la machine des données sur des personnes atteintes d'un cancer du poumon. Beaucoup de données de type démographique, âge, sexe, etc., mais aussi des données biologiques et génétiques. Vraiment beaucoup de données. La machine va classer de manière non supervisée ces personnes en 2 groupes. Et vous remarquez que dans cette classification, il y a d'un côté des patients qui ont très bien répondu à la chimiothérapie et de l'autre, un groupe de patients qui n'a pas très bien répondu et a eu davantage de rechutes de cancer. La machine a découvert un lien inconnu entre les données pour classer les patients atteints de cancer. L'étape d'après pour les chercheurs et les chercheuses, c'est de regarder quelles ont été les informations jugées les plus discriminantes par la machine pour faire cette classification. Cette approche peut donner des pistes de recherche pour comprendre pourquoi certains cancers répondent moins bien que d'autres à la chimiothérapie. En ce sens, la machine nous fournit une analyse en profondeur d'une énorme quantité d'informations, ce que notre cerveau est incapable d'accomplir. Est-ce que c'est ça, du coup, qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, quand les machines apprennent toutes seules ? Oui, en quelque sorte, mais c'est un terme qui est très large, encore une fois, et qui regroupe beaucoup de choses très différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la machine apprend sur des données qui nous intéressent. Dit autrement, nous sommes la principale source d'inspiration de la machine. On la nourrit de peintures, d'artistes célèbres, elle peut produire de l'art. On la nourrit de musique, elle compose. On la nourrit de romans, elle écrit. On la nourrit de scénarios. Elle produit la prochaine saison de votre série préférée. La machine apprend à une vitesse exponentielle et peut-être un jour sera-t-elle capable de tout faire mieux que nous. Cependant, attention, n'oublions pas que ChatGPT a beau vous écrire la plus belle lettre de motivation pour votre futur employeur, il ne comprend pas un mot de ce qu'il écrit. La conscience de soi n'apparaît pour l'instant que dans les films de science-fiction. Mais est-ce une compétence que la machine n'a pas ou n'a juste pas encore ? De l'enfance à l'âge adulte, nous avons appris à prendre conscience de nous-mêmes. Est-ce que la machine pourrait un jour apprendre la conscience de soi ? Est-ce que c'est une simple question de puissance de calcul, de stockage de données ? Si la machine continue d'apprendre à cette vitesse, pourrons-nous toujours distinguer l'œuvre humaine de celle de la machine ? Pourrons-nous tout simplement distinguer la machine de l'humain ? Et je ne peux pas terminer cette chronique sans citer le nom d'Alan Turing, pionnier de l'informatique, qui consacra une partie de ses réflexions à la pensée de la machine. Le célèbre test de Turing, qu'il conceptualisa en 1950, n'avait finalement pas véritablement vocation à distinguer la machine de l'humain, mais à déclencher une vraie réflexion sur la future place d'une intelligence artificielle au sein de notre société. Merci beaucoup Florian pour cette chronique qui va presque conclure l'émission. Avant de partir, on dit souvent qu'on apprend toute sa vie. Et là, je profite d'avoir des superbes bénévoles autour de la table pour vous demander, vous, qu'est-ce que vous apprenez en ce moment dans votre vie d'adulte ? C'est quoi votre nouveau champ de découverte ? Charlotte, peut-être ? Eh bien, moi, j'essaye d'apprendre la langue des signes française. Wow. Voilà. Et donc, pour ça, j'ai commencé à utiliser une petite application type Duolingo. Mais effectivement, on commence un peu à voir la limite de cet outil, notamment dans la langue des signes, parce qu'en fait, toutes les petites subtilités de langage ne sont pas présentes.
Donc, en fait, il vaudrait mieux apprendre avec une personne qui est un vrai formateur. On retourne sur la pratique. Pierre, est-ce que toi, tu as un truc que tu apprends en ce moment ? Alors, tu disais apprentissage de choses d'adultes. Moi, j'apprends à masteriser un jeu de rôle. Waouh, ça veut dire quoi ? Donc, Route, ça va être dans l'univers de Route. C'est un jeu de rôle papier adapté d'un excellent jeu de plateau du même nom. Et donc, un jeu de rôle, c'est un jeu où on est autour d'une table, les joueurs et joueuses imaginent une histoire qui leur est racontée par le master et ils font des actions. Le narrateur qui lead un peu l'histoire. D'accord. Oui. Et donc, ils font des actions un peu à l'emporte-pièce. Ils choisissent de braquer une banque. Le narrateur doit s'y faire et doit adapter l'histoire en fonction. Donc, toi, tu apprends à être ce narrateur du jeu. Oui. Fantastique. Cécile, est-ce que toi, tu as un apprentissage qui t'occupe en ce moment ? Je suis en apprentissage du crochet. Une activité manuelle. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, si tu apprends plus de la main droite, tu sauras faire de la main gauche grâce Moi, je reprends ce que tu as dit dans ta chronique. Alors, c'est déjà très, très compliqué de la main droite, mais ça me donne envie. Je pense que je vais rentrer chez moi, je vais essayer de la main gauche. Pour entraîner ton corps calleux un petit peu. C'est ça. Célie, juste à côté, est-ce que toi, il y a un apprentissage en ce moment qui t'occupe ? Moi, j'apprends des choses dans la cuisine. J'apprends à faire des trucs. À cuisiner ? À cuisiner, mais voilà, certaines disciplines, voilà, des pâtes un peu. J'essaye de faire des bretzels, du pain, des muffins, des trucs qui lèvent, etc. Et puis des trucs qui fermentent. Parce que la microbiologie est une passion qui ne s'arrête pas. Voilà. Donc tu fais des tests un peu en labo dans ta cuisine avec tes levures et tout. Ouais, j'ai des bocaux, j'ai des choses comme ça. J'ai pas de levain parce que ça m'intéresse pas trop. Mais j'ai d'autres choses qui fermentent dans ma cuisine. Florian, est-ce que tu as des trucs qui fermentent dans ta cuisine ou est-ce que ton apprentissage qui t'occupe n'a rien à voir ? Alors, j'ai des trucs qui fermentent dans ma cuisine, mais ça n'a rien à voir avec mon apprentissage. Je lis en ce moment des trucs un peu sur la philo orientale, parce que j'avais plutôt aimé les cours de philo au lycée, mais ça ne représentait pas du tout la philosophie du monde. C'était très centré sur l'Europe et la Grèce. Et donc, je suis en train de lire des trucs sur les philosophes orientaux. C'est hyper intéressant. C'est pas du tout chiant comme ça peut sembler quand je le dis comme ça, mais la philosophie orientale, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous conseiller pour ceux qui veulent s'y pencher ? Y a un livre de Roger Paul Droit qui fait un petit panorama assez accessible sur les philosophes du monde entier et il évoque beaucoup les philosophes orientaux. J'aurais plus le titre exact en tête, mais c'est une bonne porte d'entrée. Peut-être une prochaine émission du Labo des Savoirs sur ce sujet. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci au TU de Nantes, situé au campus Tertre de Nantes Université pour l'accueil. Merci à Florian, Cécile, Pierre, Célie, Charlotte pour vos superbes chroniques qui inaugurent une magnifique saison du Labo des Savoirs. À la réalisation de cette émission, la merveilleuse Dunia 16. Merci. Et enfin, vous pouvez retrouver les sources sur le site du Labo si vous avez des questions et si vous voulez approfondir ces apprentissages. Une émission préparée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodessavoirs.fr, sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine.